Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente... Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Dans 3 jours, dimanche exactement, donc second tour final des élections présidentielles. Évidemment, vous le connaissez, on va donner ni de consignes de vote, ni parler des mérites respectifs de l'un ou de l'autre, des candidats ou des candidates. Nous allons parler effectivement de 2 choses qui sont au cœur du problème. Le référendum et le droit national et le droit européen. On n'a jamais été au cœur de ces problèmes-là qu'aujourd'hui entre Russie et Ukraine et effectivement échéance électorale. On en parle tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Et vous avez remarqué que depuis 15 ans maintenant, de temps en temps revient la question du référendum, revient la question des droits, du droit de chacun, et qui décide vraiment dans une démocratie représentative. Ce n'est jamais été aussi brûlant qu'aujourd'hui, et on en parle avec Henri Guénaud. Henri Guénaud, je ne vous présente pas, député des Yvelines, chargé de mission avant auprès de Philippe Séguin en 93, conseiller auprès de Pasqua 94-95, député en 2012 et 2017, et vous avez été conseiller spécial de Nicolas Sarkozy, et on sait qu'il vous doit, il faut le dire, je le dis beaucoup, dans ses discours et dans l'enthousiasme qu'il avait en tout cas créé en 2007, pour les élections de 2007. Henri Guénaud, vous avez envoyé une lettre aux adhérents de Notre France, effectivement, et on parle de cela, et on parle parce que, notamment, j'ai lu quelque chose de tout à fait étonnant, il y a eu des chroniques, une journaliste des Échos qui disait, alors elle parlait de Marine Le Pen, comme dans les pays autoritaires, Marine Le Pen veut faire primer le référendum sur la démocratie représentative. On a entendu ça aussi à BFM TV, où quand Apolline de Malherbe interrogeait la même Marine Le Pen, et elle dit, mais enfin, le référendum n'est-ce point un coup d'État constitutionnel, carrément un coup d'État, et c'est répété par beaucoup de gens. Alors avant d'avoir votre sentiment, Henri Guénaud, je voudrais vous faire écouter quelque chose qui ne date pas d'hier, un discours qui ne date pas d'hier. Ça date du 20 septembre 1962, où un certain général Charles de Gaulle avait annoncé son projet pour l'élection de la présidence de la République au suffrage universel. Écoutez. Le président de la République sera dorénavant élu au suffrage universel. Par quelle voie ? Sur ce sujet qui touche tous les Français, par quelle voie convient-il que le pays exprime sa décision? Je réponds, par la plus démocratique, par la voie du référendum. C'est aussi la plus justifiée, car le peuple français, qui détient la souveraineté nationale, la détient aussi, évidemment, dans le domaine constituant. Au demeurant, celle-ci spécifie que le peuple exerce sa souveraineté soit par ses représentants, soit par le référendum, de la façon la plus simple et la plus claire que le président de la République peut proposer au pays par voie de référendum tout projet de loi, je souligne, tout projet de loi, Henri Guénaud. Alors voilà, les choses sont dites, on a l'impression que ce discours a été rangé au magasin des accessoires, et j'allais presque dire le peuple aux oubliettes. C'est quand même étonnant, hein, 1962. Oui, alors je crois qu'il faut clarifier un peu le débat. Oui. D'abord, il y a un débat récurrent depuis 200 ans sur la place de la démocratie directe, c'est-à-dire du référendum ou de ce qu'on appelait jadis le plébiscite, consiste à poser directement une question au peuple qui vote, c'est-à-dire qui vote directement le projet de loi qu'on lui propose ou qui le rejette. Ça a été longtemps, les républicains se sont méfiés de cette procédure qui avait été utilisée sous le consulat, qui avait été utilisée sous l'Empire, qui avait été utilisée par Napoléon III.
et donc qui a longtemps été récusé comme mettant en danger la démocratie représentative. C'est le général de Gaulle qui, en 1958, a remis à l'ordre du jour, dans la Constitution de 58, la possibilité de recourir au référendum. Article 3, absolument. Il explique que la souveraineté du peuple, elle s'exerce soit par ses représentants, soit par la voie du référendum. Ça, c'est le premier débat qui fait dire à certains, mais encore une fois, c'est récurrent, on a entendu ça tellement souvent depuis 200 ans que c'est le propre des régimes autoritaires. Bon, c'est une grande sottise, mais c'est un débat, encore une fois, qui est récurrent. Le deuxième débat qui est plus étonnant porte sur la procédure qui est choisie dans la Constitution, l'article de la Constitution qui est choisi pour interroger le peuple. Puisque la Constitution de 58 prévoit deux possibilités de recours au référendum. Oui. La première qui est celle qu'on appelle l'article 89, où l'Assemblée nationale et le Sénat doivent d'abord voter le projet de loi dans les mêmes termes, et ensuite le président de la République décide si le projet sera adopté par la réunion des projets, notamment de réforme constitutionnelle, par la réunion des deux assemblées en congrès à Versailles, ou bien si le peuple sera saisi. Par exemple, François Mitterrand avait, pour le traité de Maastricht, été passé par la procédure de l'article 89. Une fois le projet voté par les deux chambres, de façon identique, il avait saisi le peuple et non pas le Congrès. Bon. Et puis il y a une autre procédure, qui est celle dite de l'article 11, qui permet au président de la République de saisir directement le peuple. Utilisé pour la première fois pour réformer la Constitution en 1962, c'est le discours qu'on vient d'entendre, où le général de Gaulle a choisi cette procédure. Alors il y a eu à l'époque un tollé, ça. Un lever de bouclier. Un lever de bouclier, à la fois de tous ceux qui détestent le référendum, de tous ceux qui pensent qu'il ne faut pas donner la parole au peuple parce qu'on ne sait jamais ce qu'il pourrait en faire. Grave. Ouais. Le peuple, c'est dangereux, oui. Voilà, comme si les assemblées, les représentants n'avaient jamais fait d'erreur, de folie. On peut refaire l'histoire, mais de la Convention nationale jusqu'au 10 juillet 1940, les pleins pouvoirs à Vichy, bon... oui, les pleins pouvoirs Pétain, il n'y a pas de recette miracle pour se garantir que parfois la démocratie ne dérape pas. Mais confisquer la parole au peuple n'en est certainement pas une. Et ce n'est pas un coup d'État, en plus, alors, comme vous le dites. Aujourd'hui, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a reproché au général de Gaulle à l'époque de ne pas utiliser l'article 89, qui en réalité donne au Parlement, et en particulier au Sénat, la possibilité d'opposer un droit de veto au référendum. Puisque si les deux chambres ne se mettent pas d'accord, il ne peut pas y avoir de référendum. Et le général de Gaulle, conscient qu'il aurait l'opposition de tous les notables de la politique de l'époque qui ne voulaient pas se voir dessaisir du pouvoir de légiférer au profit du peuple, avait choisi la procédure de l'article 11 qui lui permettait d'aller directement au peuple sans demander l'avis du Parlement. Et le débat était d'une violence inouïe. C'était puisque le président du Sénat de l'époque avait même accusé le général de Gaulle, enfin en réalité le gouvernement, de forfaiture. Bon, les insultes fusées, c'était tout juste si la dictature ne pointait pas à l'horizon. Donc on était c'est ce qu'on entend aujourd'hui encore. Oui, moi je me souviens des imbéciles qui en 1958 ont accueilli le retour du général de Gaulle avec des panneaux, le fascisme ne passera pas. Bon, vous vous souvenez, ça avait valu cette réponse du général, ce n'est pas à 67 ans que je vais devenir dictateur. Bon, et effectivement, il n'a pas établi la dictature. Donc, en 1962, ce débat est violent, très violent, à tel point d'ailleurs que l'Assemblée nationale de l'époque renverse le gouvernement Pompidou en votant une motion de censure contre ce projet. Le général de Gaulle dissout l'Assemblée. Et alors, le peuple va donc avoir à se prononcer. Il va se prononcer aux législatives, où il va ramener une majorité absolue de gaullistes, et il va se prononcer sur la réforme à plus de 62 ou 63% pour la réforme, avec une forte participation quand même de 75 ou 76%, j'ai plus le chiffre exact en tête. Mais
Donc le peuple a tranché. Il a tranché le choix qui est fait par le général de Gaulle, qui est approuvé d'ailleurs par ceux qui ont écrit la Constitution. Bien sûr. Michel Debré, les autres, enfin, qui est très grand juriste. Ceux qui ont fait la Constitution ont soutenu à l'époque que ça respectait la lettre et l'esprit de la Constitution. Ce débat, il est donc... Ce débat du recours à l'article 11, c'est-à-dire de la possibilité pour le président de la République de saisir directement le peuple pour modifier la Constitution, il est réglé depuis 1962. Alors comment Et vous s'il ne expliquez l'était pas, Oui. s'il ne l'était pas, Oui. ça voudrait dire que depuis 65, toutes nos élections présidentielles sont en réalité inconstitutionnelles, puisqu'elles n'ont pas de base constitutionnelle. Elles ont été sérieuse. basées sur ce référendum. Elles ont été basées elles étaient fondées Bien sur sûr, ce bien référendum, sûr, donc bien elles sûr. n'auraient pas de base constitutionnelle. Donc je ne sais pas ce qu'on fait en ce moment, mais voilà, tout ça est absurde. Eh bien, ce débat est revenu d'actualité, soi-disant pour faire barrage à la démagogie, à la dictature. Alors je sais qu'il est très difficile en fin de campagne comme ça de s'abstraire de toutes les passions, les outrances du débat électoral. Mais je pense qu'il faut le faire parce que sinon on met en danger les institutions elles-mêmes et pour maintenant et pour l'avenir. Donc il y a toute une montée au créneau, à peu près des mêmes, moi j'ai appelé ça la horde, c'est la même horde que celle de 1962. 60 ans plus tard. 60 ans plus tard. 60 ans plus mais tard. ça prouve que l'antigaullisme viscéral, le refus viscéral de la Ve République, voilà, le refus de l'autorité de l'État, le refus de donner la parole au peuple directement est toujours aussi vivace. Donc aujourd'hui on dit, mais non, mais faire ça sans l'accord du Parlement, c'est-à-dire passer par l'article 11, ça serait un coup d'État constitutionnel. Et on voit des constitutionnalistes oser se prononcer en ce sens. Mais non, le coup d'État constitutionnel, ça serait de remettre en cause ce qui a été tranché en 1962. Exactement. Voilà, cette question, elle est tranchée. Alors, les adversaires de cette procédure peuvent être en désaccord. Dans ce cas, il va falloir qu'ils proposent eux-mêmes de changer la Constitution. Mais dans l'état actuel de la Constitution, dans la façon dont elle est rédigée aujourd'hui, la procédure de l'article 11, la saisine directe du peuple est parfaitement constitutionnelle. C'est l'empêcher qui serait inconstitutionnel. Un nouvel argument est né selon lequel le Conseil constitutionnel aurait le droit de vérifier le contenu du projet de loi qui est soumis au peuple et de déclarer qu'il est constitutionnel ou pas. Bon, le problème, c'est que l'article 11 ne le prévoit pas, il ne le prévoit explicitement, donc à contrario, ça ne vaut pas pour les autres alinéas, que pour un seul paragraphe, que pour un seul sujet, celui du référendum d'initiative partagée. Donc ce serait, là encore, un coup d'État constitutionnel qui ouvrirait la voie d'ailleurs à la fois au gouvernement des juges et au chaos institutionnel si le Conseil constitutionnel venait à décider que le président de la République n'a pas le droit de recourir à l'article 11. Henri Guénaud, ce qui est étonnant, vous venez de démontrer la chose, c'est ce qu'il fallait démontrer. Ce qui est étonnant, c'est que 60 ans après, la chose soit encore, évidemment, c'est ceux qui disent que, évidemment, ah oui, la Ve République est à bout de souffle, il faut la changer, etc. Mais c'est même pas pour eux qu'elle est à bout de souffle, c'est qu'elle est intrinsèquement mauvaise. On voit une constitution qui donne la parole au peuple, une constitution qui remet l'autorité de l'État. C'est ce que disait Bertolt Brecht, il faut dissoudre le peuple quand le gouvernement n'est pas content du peuple. On va continuer à en parler tout de suite après cette pause avec Henri Guénaud. À tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et avec Henri Guénaud qui, dans sa lettre aux adhérents de notre France, a parlé aussi d'autre chose qui est tout aussi important. Et on sait, avec ce qui s'est passé avec la Pologne, et vous savez, la décision du tribunal constitutionnel polonais, de quoi ? De dire que le droit national polonais prévaut sur le droit européen, sur le droit, en tout cas, de l'Union européenne. Et vous dites, vous-même, Henri Guénaud, le deuxième argument, on a parlé effectivement du coup d'État, du soi-disant coup d'État constitutionnel. Le deuxième argument que je trouve irrecevable et lui aussi délétère dans cette campagne est relatif à l'affirmation selon laquelle la réaffirmation de la supériorité du droit national sur le droit communautaire équivaudrait à une sortie déguisée
de l'Union européenne, il est délétère parce que c'est un mensonge qui interdit tout débat sérieux sur un sujet qui est au cœur de la grave crise démocratique que nous traversons. Expliquez. Alors d'abord, les deux sujets sont liés. Hein, ils sont liés. Dans les deux cas, il s'agit de savoir si, d'abord, si les élections servent encore à quelque chose, si la souveraineté du peuple a encore un sens. Bon. Et pour faire la deuxième réforme, c'est-à-dire pour établir la supériorité du droit national sur le droit communautaire, évidemment, il faut changer la Constitution. Et donc, si on ne peut pas utiliser l'article 11, ça va devenir très compliqué, voire impossible, parce que on aura un obstacle parlementaire qui risque d'être très fort. Voilà. Donc, ce deuxième sujet, il est essentiel aussi. Pourquoi ? Parce qu'il est au cœur de ce qui fabrique la crise de la démocratie. C'est-à-dire que depuis des années, au nom du fait que l'article 55 de la Constitution dit que les traités sont supérieurs à la loi, on a fait entrer dans le droit interne, le droit qui régit, c'est-à-dire dans notre pacte civique, social, notre organisation économique, des textes qui n'ont rien à voir avec le droit international. C'est-à-dire que depuis longtemps, et les traités de libre-échange et les textes européens sont sortis de l'organisation des rapports entre les États. Hein, ce sont des projets de société. Ils nous imposent des choses nationalement. Ce sont des projets de société. Et donc, si on continue comme ça, ça veut dire que de plus en plus le champ de décision qui est à la portée du peuple quand il vote, qu'il vote pour les législatives ou qu'il vote dans un référendum, devient de plus en plus réduit. Puisque si vous voulez changer, il faudra l'avis des autres. Oui. Voilà, donc c'est plus la peine de voter. Voilà, voyez-vous, la crise de la démocratie, elle est là. C'est que au fond, les Français qui souffrent tout le temps, enfin tous les jours, là de plus en plus, demandent beaucoup à la politique. À qui demander d'autres ? Au marché financier, aux grandes banques, aux grandes entreprises ? Non, ils tournent vers la politique. Ils se tournent vers la politique. Et la politique, en fait, la veille des élections, on leur dit vous allez voir, on va tout changer. Le lendemain, on dit ah oui, mais je n'y peux rien parce que l'Europe est là. Voilà, il y a l'Europe, il y a les traités de libre-échange, il y a l'ONU, il y a tout ce que vous voudrez, l'OMC, etc. Bon, donc, on peut rien changer. Voilà. Et cette frustration de la politique devient extraordinairement dangereuse. Elle pousse évidemment à la radicalité, etc. Donc, comment changer ça ? Tout simplement en remettant un peu d'ordre dans notre système juridique. Un peu d'ordre, c'est quoi ? Ça veut dire que chacun fait ce qu'il doit faire. Le juge, il juge en fonction de la loi. La loi, c'est pas lui qui l'a fait, c'est le Parlement ou le peuple par le référendum, et le gouvernement, il gouverne. Bon. Oui, retrouvons la séparation des pouvoirs. C'est le juge qui finit par faire la loi. À partir du moment où on a décidé que les textes européens, les textes communautaires, les conventions internationales étaient supérieurs à la loi. Donc le juge décide ce qu'il va appliquer. Il décide en fonction de son appréciation s'il écarte la loi nationale ou non. Mais pour le moment, Henri Guénaud, pour le moment, aujourd'hui, alors nous parlons, la loi nationale prévaut sur la loi européenne ou plus ? C'est plus le cas. Non. Alors elle prévaut. Enfin, c'est ça qui est extraordinaire dans ce débat. Hein. On vous dit, mais si vous faites ça, vous allez détruire l'Europe. On a l'impression que vous allez vous comporter comme les illibéraux. Alors le débat sur la Pologne est un mauvais débat. Ce qu'a dit, indépendamment de la politique de ce qu'on porter comme jugement sur la politique polonaise. La Pologne disait mon droit constitutionnel, ma constitution est supérieure au traité européen. Ce qui est vrai dans tous les pays d'Europe. Il n'y a pas un pays... Y compris le nôtre. Y compris le nôtre. La Constitution, elle est supérieure au droit européen. Il n'y a que la Cour de justice et la Commission européenne qui pensent le contraire. Voilà. Et on pourrait multiplier des exemples de cas de pays qui ne sont pas la Pologne, mais qui peuvent être l'Allemagne, l'Irlande, etc., où dans les dernières décennies, on a fait prévaloir la Constitution sur les traités communautaires. Et c'est un principe d'ailleurs qui est réaffirmé sans arrêt par la Cour constitutionnelle allemande, la Cour suprême allemande, Cour de Karlsruhe. Bon. Donc, et nous-mêmes, quand un traité européen est contraire à la Constitution, pour qu'il soit applicable, il faut changer la Constitution.
C'est-à-dire que la Constitution est bien supérieure. Le problème qui nous est posé est celui de la loi. Est-ce que lorsque le Parlement vote une loi qui est contraire à un traité, le traité s'applique et pas la loi? Voilà la question qui nous est posée. Alors on nous dit mais c'est scandaleux, vous remettez en cause les traités. Il faut savoir une chose, tous les gens qui utilisent ces arguments sont soit des menteurs, soit des incompétents, parce que d'abord la supériorité des textes européens sur la loi n'est écrite dans aucun traité. Nous n'avons jamais signé un traité où cette suprématie du droit européen sur le droit national est inscrite. Jamais. Ouais. C'est le fruit d'une décision de jurisprudence de la Cour de justice européenne en 1964. Il faut bien retenir cette date, 64, qui dit ben non, moi je trouve que le droit européen doit être supérieur à tous les droits, à tous les droits, y compris au droit dans son esprit, au droit constitutionnel. Et cette jurisprudence s'applique quand elle doit s'appliquer. Et alors, ce qui est très intéressant, dans la Constitution européenne, on avait inscrit dans le projet de Constitution européenne que le droit communautaire était supérieur. Elle a été rejetée, elle a été réécrite, et dans le traité de Lisbonne, cette disposition a disparu. Elle a été renvoyée à une malheureuse déclaration annexée au traité qui n'a aucune valeur juridique, dans laquelle on se contente de rappeler la jurisprudence de la Cour de justice, mais ça n'est risible, hein, et l'avis de la direction juridique, je crois, du Conseil européen. C'est ridicule. Donc il n'y a pas de fondement, dans les traités. Donc remettre ça en cause, ça n'est pas remettre en cause les traités. Et il faut savoir ensuite que la France a vécu, malgré l'article 55 de la Constitution qui dit que les traités sont supérieurs à la loi, de 1958 jusqu'en 1989 pour le droit public, et jusqu'en 1975 pour les autres droits, sous l'empire de la règle suivante, du principe suivant, c'est que c'est la dernière volonté du législateur, l'expression de la dernière volonté du législateur qui l'emporte. Ce qui voulait dire, c'est ce qu'on m'a appris moi quand j'étais jeune, le juge ne juge pas la loi, par conséquent, si le traité est postérieur à la loi, s'il arrive après la loi, comme il doit être ratifié par le Parlement, eh bien le traité s'applique. S'il est contraire à la loi. Si en revanche, la loi est votée après la ratification du traité, c'est la loi qui s'applique, puisque c'est la dernière volonté exprimée par le législateur. Ça s'appelait, pas perdre noyer les auditeurs, mais ça s'appelait le principe de la loi écran, c'est-à-dire que la loi, quand elle arrivait après, elle faisait écran par rapport au traité. Il faut rétablir cette loi écran et donc modifier la Constitution en passant par l'article 11. C'est pour ça que les deux sujets se tiennent, de façon à ce que le législateur soit responsable. In fine, qu'il prévaut. Mais il prévaut, c'est quelque chose de très important. Évidemment, il faut utiliser le référendum comme une disposition de ce genre, avec discernement. Oui, non, voilà, c'est-à-dire que si vous faites n'importe quoi avec, on fera sauter l'Europe, ça c'est sûr. Mais ça, c'est la façon de gouverner. Mais dernière question, Henri Guénéau, quand même. Qu'est-ce qui fait que, justement, je vous dis, c'était applicable jusqu'en 89, en tout cas pour un certain nombre de droits, qu'est-ce qui fait que le législateur a quelque part, il faut le dire, abandonné ses pouvoirs? Parce que ça aurait pu être, effectivement, légiféré par le Congrès, peut-être, Assemblée nationale, Sénat, en disant que, en ce qui nous concerne, c'est la loi qui prévaut sur le traité. Si mais on n'a jamais eu à se prononcer là-dessus, finalement. C'est les juges qui ont décidé. Ah oui, il n'y a pas eu rien. Oui. Ce sont les juges qui ont décidé que c'est une jurisprudence de la Cour de cassation d'abord en 1975, puis du Conseil d'État en 89, qui renversait toute la jurisprudence antérieure, qui dit non, finalement, c'est supérieur. Le législateur n'a jamais eu à se prononcer, ni le législateur parlementaire, ni le législateur souverain, ni le peuple souverain. Donc jamais. Il faut le faire. Pourquoi? Parce que il faut désormais, que celui qui dispose du pouvoir de gouverner, de légiférer, puisse venir devant le peuple en disant cette mesure, je ne veux pas lui faire obstacle, j'assume la responsabilité de ne pas lui faire obstacle. Cette mesure, je veux lui faire obstacle pour telle et telle raison, et j'en assume la responsabilité. C'est-à-dire, c'est une façon de restaurer la responsabilité politique. Qu'il ne puisse plus dire, qu'un gouvernement ne puisse plus dire « je n'y peux rien ». Voilà. Et d'autre part, on ne changera pas les traités, on ne fera pas bouger l'Europe en disant on va renégocier l'ensemble des traités. On a vu ce que ça a donné avec le traité de Lisbonne. Vous fabriquez un monstre parce que vous avez 27 diplomaties qui rédigent un monstre. Bon. Donc là, ça permet au cas par cas, quand la décision paraît importante, de faire ce que faisait De Gaulle avec la chaise vide, c'est-à-dire à un moment donné de dire non. Cette disposition, nous n'en voulons pas ou nous n'en voulons plus.
proposer à nos partenaires d'en rediscuter. Voilà. Si nos partenaires veulent pas, tant qu'on n'en a pas rediscuté, qu'on ne l'a pas remise en cause, eh bien, nous allons voter une loi qui fera qu'elle ne s'appliquera pas sur le territoire français. Voilà. Nous revenons au Parlement et au référendum. Ça n'a rien à voir avec le Frexit, rien. Oui. Et d'autre part, il faut arrêter de dresser des épouvantails. Si la France décide de faire ça, elle ne sera pas exclue de l'Union européenne, d'abord parce qu'il n'y a pas de procédure d'exclusion, et d'autre part parce que c'est la France, parce qu'elle est au milieu de l'Union européenne, et parce que l'Union européenne, s'il n'y a plus la France, après avoir perdu l'Angleterre, il n'y a plus d'Union européenne. Donc tout le monde discutera. Mais la seule façon d'imposer la discussion, la seule façon de rétablir la responsabilité politique de ceux que l'on élit, eh bien, c'est de rétablir cette règle qui a prévalu quand même pendant 25 ans dans notre droit public sans empêcher l'Europe de se construire. C'est pour Donc il faut ça arrêter de dresser des épouvantails, des fantasmes et de mentir à tout le monde en expliquant que c'est pas possible. Et pourquoi moi je m'accroche à ces deux idées, à ces deux débats, c'est parce que si on détruit si on disqualifie les instruments de la politique, il n'y a plus de politique. Voilà. S'il n'y a plus de politique, il n'y a plus que la colère du peuple. Et le problème, c'est que nous sommes dans une société, en tout cas chez certains, à irresponsabilité illimitée. Et c'est vrai qu'il faut mettre les gens face à leurs décisions et à leurs responsabilités. Que ce soit le référendum et que ce soit le droit national face au droit européen. C'est le pouvoir politique lui-même qui se dessaisit. C'est le pouvoir qui accepte la dépolitisation de la société et de l'économie. Comment vous répondez aux aspirations des peuples, à leur colère, à leurs problèmes, si vous n'avez plus aucun pouvoir, si vous n'êtes plus responsable de rien. Et voilà pourquoi le peuple dit à quoi bon et ça ne sert à rien. Merci Henri Guénaud. Merci, nous venons d'évoquer longuement le vote, mais nous n'avons pas encore parlé de la machine à voter, on l'évoque dans un instant, et en parlant d'Europe, jusqu'à 14h, nous serons avec Régis Le Sommier qui a sillonné cette Europe.